Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, je vais vous présenter comment, dans notre équipe, on a construit un RAG as a service. Donc, comment on a mis ça en production et un peu les retours d'expérience. Donc, je me présente, Clément Sanchez, AI Engineer à JetDev et en mission actuellement au sein de ADO, donc la maison mère de Laura Merlin. Et j'ai un background surtout de base orienté software development, tout ce qui est lié à la sécurité et aussi un gros enthousiaste d'open source, et ça se sentira sur certaines solutions qu'on a choisies. Avant de montrer la solution qu'on a créée, un rappel du problème. En fait, la recherche d'informations, elle est difficile. 47% des collaborateurs ont un peu du mal à trouver l'information. Par exemple, dans une étude interne à ADO, en moyenne, un collaborateur passe 6 minutes à chercher une réponse. Si au bout de 10 minutes, il n'a pas réussi à la trouver dans les différentes sources documentaires, et ben, il va demander à un collègue. Ça représente un coût qui peut être assez important, donc plus de 4000 heures par mois pour les recherches. Et ça demande aussi plus de personnes qui vont venir travailler juste pour rechercher une information alors qu'elle est présente à un endroit. C'est aussi un problème qui est assez large dans l'industrie. Là, j'ai essayé de trouver des ressources un peu sur des sociétés américaines, où en tout cas on retrouve ces mêmes problématiques. Il y a une difficulté à trouver de l'information pour les collaborateurs. Et donc, nous, le but de la solution qu'on a créée, c'était de trouver une meilleure façon de trouver les documents qui répondent aux questions de l'utilisateur. Je pense que vous connaissez un nouvel outil qui s'appelle les LLM, et ils sont pas mal pour répondre à des questions. Donc le but, c'est comment on peut utiliser ces chatbots pour justement qu'ils puissent répondre aux questions que les collaborateurs ont. Le problème d'utiliser des solutions publiques comme ChatGPT, Gemini ou tout autre, il manque un mot, mais c'est qu'ils n'ont pas votre donnée. Ils n'ont pas le contexte de l'entreprise, ils n'ont pas tous les acronymes, il manque l'information de l'entreprise sur laquelle justement le collaborateur va poser la question. Il y a aussi tout un problème de confidentialité et de souveraineté de la donnée, c'est-à-dire que si on demande des données critiques à ChatGPT, notamment par exemple pour ADO, il y a des concurrents qui pourraient peut-être utiliser ces données-là dans leur entraînement ou qui pourraient être diffusées. Ça pourrait avoir un impact aussi sur la société. Donc comment faire pour que le LLM ait accès à ces informations-là? Comment transformer notre source documentaire qui est présente quelque part dans l'entreprise et qu'on arrive à le mettre dans un chatbot? On a le fine-tuning. Je vais expliquer rapidement, mais c'est pas l'option qu'on a choisie. Le fine-tuning, ça va être le but de réentraîner le modèle entièrement ou partiellement sur justement cette base documentaire. On va avoir directement le modèle qui a la connaissance dans son modèle, dans ses paramètres. Par contre, et il va avoir aussi une inférence qui est un peu plus rapide. Souvent, c'est des modèles qui sont plus légers. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de données, ou alors ça demande une génération synthétique de données qui est assez importante, parce que justement, il faut l'entraîner, ce modèle. Il faut lui changer beaucoup de ses paramètres pour qu'il puisse réellement comprendre la base, le corpus documentaire d'entreprise. Ça a aussi un coût. Du coup, il faut réentraîner le modèle, même si c'est partiellement, ça peut prendre plusieurs heures. Ça peut prendre du GPU, ça demande aussi une expertise qui est assez importante. Et puis surtout, le collaborateur qui en fait, c'est plus 4 jours de vacances, mais 5, il met à jour sa doc, et il faut rentraîner tout notre modèle juste pour qu'il ait cette information-là. Il y a aussi un problème avec cette solution, c'est qu'elle est très spécifique à la donnée. Et donc typiquement, pour un grand groupe comme ADO, ça pourrait avoir un impact, où on entraîne ce modèle sur une donnée qui serait sensible, qui serait que pour un certain chatbot, et n'importe qui dans l'entreprise pourrait y avoir accès. Parce que le modèle la donnée est vraiment dans le modèle.
Il y a une autre solution qui s'appelle les RAG, donc Retrieval Answer Generation. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de réentraînement. On peut exactement savoir aussi d'où sur quelle base de documents le LLM s'appuie pour répondre à la question de l'utilisateur. Et il y a moins le côté réentraînement du modèle, donc c'est aussi pas mal en termes de coût. Par contre, ça demande de créer le système de retrieval, donc de venir chercher l'information documentaire. Et il y a aussi une petite latence parce que du coup, il y a aussi cette étape-là. Donc, qu'est-ce que c'est un RAG? Un RAG, ça va être, on a notre base, donc ça va être par exemple un Google Doc, du Confluence, un repo GitHub. On va le transformer, donc on va le mettre la plupart du temps dans un format de Markdown. Ça permet c'est un format de fichier sur lequel les LLM sont beaucoup entraînés, qui comprennent plutôt bien. On va ensuite faire une transformation, donc on va découper en petits morceaux de texte, ce qu'on appelle les chunks. On va venir vectoriser et stocker ça dans une base de données. Donc c'est la Knowledge Base. Donc c'est une base de données vectorielle dans laquelle on va pouvoir faire justement des recherches vectorielles, sémantiques, de voisins plus proches. Donc quand on a justement une question, par exemple quelles sont les valeurs de ADO, on va pouvoir aller chercher des documents qui ont sémantiquement des informations proches de valeurs et aussi de ADO. À partir de ça, on va récupérer les petits morceaux, on va faire une corrélation inversée, on va récupérer les petits morceaux de texte qui ont été vectorisés, on va les mettre dans un prompt, comme vous avez juste avant, dans le LLM, comme quoi il doit répondre à une question de l'utilisateur en se basant sur ces documents-là. Et ensuite, on va pouvoir générer une réponse. Donc ça, c'est le principe d'un RAG dans sa globalité. Il y a un petit schéma aussi à gauche qui décrit un peu comment dire, le timing. Le problème, c'est pas qu'on voulait pas juste un RAG aussi, on voulait un RAG as a service. Et ce qu'on entend par RAG as a service, c'est que c'est pas des techs qui vont créer un RAG juste pour un besoin en particulier, c'est n'importe qui dans la société qui va pouvoir créer un RAG. Sans connaissance technique, il veut juste, il dit juste au système, voilà ma source documentaire, mes différentes sources documentaires, il peut en avoir plusieurs. Il va aussi dire comment il veut accéder à l'assistant. Donc ça va être, je vais vous montrer après une interface qui a été aussi développée en interne, mais ça peut être aussi juste par API, ça peut être sur Slack, Discord. Il n'y a pas Discord dans l'entreprise, mais c'est l'idée. Et surtout, la création a pour but d'être très rapide. On peut facilement créer un chatbot, il n'y a pas besoin d'attendre 2 semaines ou même une journée. Et le but, c'est que n'importe qui dans l'entreprise, donc dans les 115 000 collaborateurs, puisse accéder à ce chatbot-là ou puisse en créer un pour répondre à son besoin. Petite démo du coup, directement. Parfait. Donc là, vous avez une petite interface. Donc le nom de code de l'application, c'est Raga, RAG Generator for ADO. C'est bon, il n'y a pas de problème de Wi-Fi. Donc on peut directement voir l'ensemble des assistants qu'on a. On peut aussi directement en créer un. Donc par exemple, hop, je me suis fait un petit... Donc là, on met une description. La description, elle va être utile pour 2 choses, notamment pour que l'assistant, pour qu'il sache un peu qu'il a une forme de contexte. Alors, c'est pas un custom prompt, c'est en plus une description de voilà pourquoi on crée cet assistant. Ça sert aussi à l'utilisateur, pour lui, quand il va revoir tous ses chatbots, peut-être que le IAM2, ça va plus lui dire grand-chose, mais par contre, il va pouvoir lire la description et après trouver les chatbots qui l'intéressent. On a aussi un autre produit dans l'entreprise, donc c'est ADO GPT, donc c'est une interface de chatbot, et il y a notamment une des sous-composantes de ce produit qui va s'appuyer sur la description pour savoir
si c'est le bon chatbot à appeler. Donc c'est ce qu'on appelle l'indent detection, et donc ça va notamment être utilisé pour ça. Donc on crée le chatbot, et donc là juste, ça a l'air de rien, mais il est en train de créer beaucoup de composants derrière, donc notamment tout ce qui va être adresse mail sur lequel on va pouvoir partager certains fichiers. Il va créer tout ce qui va être stockage, base de données, etc. Donc par exemple dans Google Drive, si on veut partager un Google Drive, bon, on a quelques informations pour dire attention, ne faites pas n'importe quoi. Vous mettez des données d'entreprise qui peuvent être accédées par un chatbot, donc notamment et qui peuvent être partagées derrière. Donc faites attention, soyez conscients. Donc ça, ce que je disais, on a une adresse mail qui est générée à la volée, qui va nous permettre de créer, qui va nous permettre de partager par exemple sur un drive à ce chatbot en particulier. Là, ce que je disais, c'est on a plusieurs moyens d'accéder au chatbot, plusieurs moyens de l'utiliser. Donc, on a notamment Slack qui est un peu en cours de reconstruction parce qu'il y a des problématiques de sécurité, et notamment le produit ADO-GPT. Le but de ce produit, comme je disais, c'était de créer c'est de faciliter la création d'un chatbot, mais certains utilisateurs ont des besoins un peu particuliers ou veulent améliorer leur chatbot. Et donc, on permet notamment de proposer un peu une personnalité, et aussi un fallback behavior. Donc, c'est-à-dire que s'il ne trouve pas de documents, par exemple, répondant que l'utilisateur a demandé, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il répond? Et notamment, souvent, c'est utilisé pour créer, de demander à l'utilisateur de créer un ticket sur une plateforme ServiceNow, par exemple, avec un lien. Donc, ça permet sans que nous, on ait besoin de le programmer, que l'utilisateur redirige correctement. Et donc là, ça y est, on a notre chatbot. On a notre data source sur Google Drive. On peut en ajouter d'autres si besoin. On a notre intégration. On peut lancer la première synchronisation. Là, elle va fail parce que elle va pas marcher parce que on n'a pas partagé le Google Drive. Mais j'en ai un sur lequel je l'ai bien fait. Et on voit notamment qu'il a trouvé un document à l'intérieur. Hop. On peut même voir tout ce qui s'est passé, toutes les différentes synchronisations qu'il y a eu. Donc là, on voit qu'il y a 2 documents qui sont trouvés, mais un seul ajouté. Ça, c'est parce que le format de fichier n'est pas accepté. Voilà, on peut comme ça montrer à l'utilisateur qu'il a peut-être un problème dans sa donnée. Peut-être qu'il faudrait qu'il le mette dans un format que l'on autorise. Peut-être qu'il a partagé aussi qu'un drive avec des vidéos, et c'est pas encore, parce qu'actuellement, c'est pas géré. Donc ça, je vous présente ADO-GPT. Avec un peu de chance, ça n'a pas marché. Bon. Donc ça, c'est l'interface d'agent conversationnel du groupe. Ouais. Bon. Et je peux pas vraiment montrer, là il y a un problème de réseau, mais en tout cas on peut choisir notre agent, donc IAM Demo que j'avais créé, et on va pouvoir lui poser des questions, et il va correctement nous répondre sur notre source qu'on avait. Bon, malheureusement ça charge pas, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Bon, j'ai pas pu faire la deuxième partie de montrer que ça marche, mais en tout cas, on peut bien poser des questions à l'agent qui sont par exemple je lui ai demandé qu'est-ce que c'était que Raga. Le modèle qui est utilisé derrière, c'est Gemini. Gemini ne sait pas réellement ce que c'est Raga, où il va répondre à des trucs un peu à côté de la plaque. Et là, on avait vraiment une réponse de Raga par rapport notamment au README du repo GitHub. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait du coup derrière? En fait, on a plein de composants. Utiliser ça normalement. Ouais. On a un front que je vous ai montré,
On a aussi donc la partie back-end, en fait, ça va gérer toute la partie métier, donc création de l'assistant, création des ressources, donc l'adresse email, du bucket, en tout cas de là où on va stocker les documents synchronisés. Aussi créer un index dans la base de données vectorielle. C'est lui qui va vraiment faire toutes ces parties de configuration et de gestion de l'assistant. On a aussi donc une autre partie qui est de l'ingestion. Donc c'est-à-dire que on a configuré notre assistant, mais maintenant comment on passe de la documentation qui est sur Google Drive à notre base vectorielle pour ensuite pouvoir aller la rechercher dans notre Drive. Et on a tout ce qui va être Serving API. Donc là, c'est nous aussi, c'est nous-mêmes qui faisons la partie. On appelle l'assistant. Donc il y a une interface OpenAI, une interface OpenAI comme ça n'importe qui dans l'entreprise peut aussi s'y brancher. N'importe quel outil, par exemple, on pourrait mettre tout outil qui gère ça pourrait s'interfacer facilement avec notre application. Et donc sur la partie, donc une fois qu'on a créé notre chatbot, on a toutes les ressources, on utilise un outil particulier donc, qui s'appelle ZenML pour l'ingestion de la pipeline. Donc c'est-à-dire que c'est ce qui va nous permettre d'être cloud agnostique, et qui va nous permettre aussi de créer des pipelines d'ingestion, donc transformer le Google Drive en Markdown, le stocker dans un bucket en particulier. Et après, on va avoir une autre étape de vectorisation où on va justement transformer, donc ce que je disais, la partie en découpe en texte, en chunk, on vectorise et on stocke dans une base de données. Et donc ZenML, c'est un outil donc cloud agnostique, donc ça c'est très important pour ADO. On ne doit pas être dépendant forcément d'un acteur. On peut facilement créer des pipelines et ça sert aussi pour un autre produit qui est dans mon équipe, qui est la MLOps Platform. Donc, on permet à n'importe qui dans l'entreprise aussi de créer des pipelines comme ça. Et donc, c'était aussi pour nous un moyen de monter en compétence sur l'outil. Voilà, c'est notamment un outil qui est pas mal pour les data scientists, qui permet de faire l'entraînement, la création d'agents, d'évaluation, et qui permet de facilement mettre en production. Donc, par exemple, un exemple de pipeline pour le Google Drive. Donc, on a toutes nos étapes qui vont être exécutées. Donc là, elles sont très rapides parce que, en fait, on a pas mal optimisé ça aussi. Si par exemple, il n'y a pas de nouveaux fichiers qui ont été découverts, on va rien faire. S'il y a juste un fichier qui a été ajouté, on va aussi ajouter juste ce fichier-là. On ne refait pas à chaque fois toute l'ingestion. C'est pas juste un détail, c'était assez compliqué. Et on a notamment des utilisateurs qui mettaient un nombre de fichiers hallucinant. Et donc, dès qu'ils en rajoutent un, si on réingère tout, ça peut être très très long. À titre d'exemple, la première ingestion peut être vraiment très longue. Là, dans le cas de l'assistant que j'ai fait, ça serait plutôt rapide. C'est genre 1 à 2 minutes. Par contre, il y a des assistants où on a mis 25 heures juste sur la vectorisation, parce que c'était vraiment c'est une quantité qui est assez impressionnante. Donc voilà, donc ça c'est sur l'interface de ZenML. Pour nous aussi, ça nous permet de bien voir toutes les étapes qui ont été faites, où c'est qu'il y a eu des erreurs. Voilà, c'est vraiment un outil qui est pas mal là-dessus. Donc comme je disais, sur les pipelines, donc on a différentes sources. On a Google Drive, GCS, GitHub et Confluence. Donc c'est un peu les 4 sources documentaires que pourrait avoir l'entreprise. Chacune a son type de connexion. Hein. C'est aussi la difficulté. Et ce que je disais, c'est qu'on met dans le même format. Voilà, que ce soit un PDF, un code repo, un code dans un repo, une image. On va tous les mettre dans un format sous forme Markdown. On va essayer de le nettoyer un petit peu et après on le stocke dans un GCS. La pipeline de vectorisation, elle va faire ça, elle va prendre ce GCS là, vérifier à partir d'un fichier qu'on crée à côté
ce que je disais, est-ce qu'il y a des ajouts, des suppressions? S'il y a des suppressions aussi, supprimer les bons vecteurs dans la base de données pour pas qu'il y ait encore des informations résiduelles. Et ensuite, on va faire la partie checking et vectorisation. Un des avantages aussi de ZenML, comme je disais, c'était que c'est cloud agnostique. Et donc, sur notre cluster Cube, sur lequel tout ça est déployé, on a des GPU. Et donc, l'avantage, c'est qu'on a pu aussi on a pu demander un GPU sur notre cluster en une ligne de code, dire à ZenML qu'il doit utiliser maintenant le GPU, et ça a été hyper rapide. Donc maintenant qu'on a extrait notre donnée, fait la transformation, on est capable de la synchroniser et qu'on a dans une base de données vectorielle, et ben on a la partie du RAG qui commence réellement, qui est le retrieval. Donc sur le retrieval, nous on utilise, sur la partie serving du coup, on utilise Lama-Index, les workflows. Donc c'est un peu comme LangGraph. Ça permet de créer à partir d'événements toute une série, tout un chemin que doit prendre l'application. Je vais dire l'agent parce que ça permet aussi de créer des agents très facilement si besoin. Donc on a notamment un workflow de base, donc qui va contenir tout ce qui va être génération de la réponse dans le bon format, tout ce qui va être sécurité aussi on met là-dessus, donc guardrail. On a aussi on est en train de faire des tests sur certains outils comme Model Armor de Google pour vérifier aussi avec d'autres acteurs si ou pas le prompt qu'on a et l'utilisateur ce qu'il demande est cohérent par rapport aux guidelines de sécurité de ADO. Et l'avantage, c'est qu'on peut très facilement ajouter des nouveaux workflows. Donc, par exemple, un cas concret, ça a été un data scientist qui est venu ajouter le query rephrasing. Donc, query rephrasing, ça veut dire que l'utilisateur il pose une question. On va générer plusieurs requêtes de cette question-là, plusieurs reformulations de cette question, pour ensuite pouvoir faire plusieurs recherches dans notre base de données vectorielle. Ça nous permet d'avoir plusieurs documents, peut-être qui sont un peu plus larges. Peut-être que la question de l'utilisateur de base, elle était un peu trop floue, un peu trop générique. Et ça nous permet comme ça, peut-être, d'améliorer aussi un peu la performance du chatbot. Ce travail-là d'intégration d'un nouveau workflow, ça a pris une journée au data scientist. Et pour nous, ça n'a eu aucun coût. Parce que justement, en fait, on lui a mis des guidelines, on a une qualité de code qui fait que il n'a touché que ce qu'il devait, et tout ce qui est commun a permis de générer le reste de la réponse normalement, pareil pour l'entrée, etc. Donc ça nous permet vraiment de créer facilement des nouveaux chatbots, de pouvoir tester, prototyper hyper rapidement aussi. Donc comme je disais, donc, hop, comme ça. Donc la plateforme, l'avantage, c'est que vraiment, on l'a construit aussi pour pouvoir changer n'importe quelle composante facilement. Donc, comme je disais, là, sur le workflow, on peut mettre n'importe quel workflow, facilement éditer des nouveaux. Sur le chunking, ce qu'on fait actuellement, c'est les fixed size. Donc, c'est-à-dire qu'on va on va découper notre gros document en taille fixe, donc par exemple de 500 caractères, plus ou moins un peu au-dessus, un peu en dessous, pour qu'il ait un petit contexte. Mais on est aussi en train d'étudier sur le chunking sémantique, donc demander par du NLP, donc par du traitement du langage, donc ça peut être aussi avec des LLM, lui dire bah tiens, par ce document-là, comment toi tu le découperais sémantiquement, qu'est-ce qui te semble le plus cohérent, et ça va peut-être nous permettre aussi d'avoir des meilleures réponses derrière, parce que justement, comme on va faire une recherche sémantique, ce qui est la recherche vectorielle, on va peut-être avoir des meilleurs documents qui vont ressortir. Et aussi sur le modèle, donc là on utilise Gemini Pro ou Flash, mais on peut utiliser n'importe quel modèle. Là, on s'appuie un peu sur la capacité de Lama-Index derrière d'avoir une forme d'abstraction.
Et on a un cas concret d'implémentation d'un autre modèle. Par exemple, on regarde pour faire une AI Gateway. Enfin, c'est pas on regarde, c'est on va faire une AI Gateway. Et j'ai été en charge de mettre de tester justement, de créer une AI Gateway et de pouvoir et voir comment notre application pourrait s'interfacer avec cette AI Gateway. Je sais pas si tout le monde connaît AI Gateway, mais en gros, ça veut juste dire que on a une seule interface, une seule API sur laquelle on va pouvoir appeler n'importe quel modèle d'LLM derrière. Donc ça a des avantages de coût, de sécurité, de load balancing. Enfin voilà, ça permet à l'entreprise pas n'importe qui appelle Gemini ou ChatGPT de son côté. Il y a une seule point d'entrée pour appeler un LLM dans le groupe. Et donc pour nous, pour ajouter juste ça, cette nouvelle interface qu'on peut pas prendre comme ça à la volée, c'est propre au groupe, ça a été que 40 lignes de code, et pareil, le reste n'a pas bougé, et notre application fonctionnait très bien. Pour tout ce qui est embedding, on utilise Hugging Face, le modèle Qwen. On peut le voir d'ailleurs si je remonte. Hop. Ici. On a ici le modèle d'embedding qu'on utilise. Pareil, ça, on peut le changer. C'est une ligne de code pour nous. Et un des gros avantages de cette façon de faire, c'est que c'est par chatbot. C'est stocké en DB et c'est appliqué à la volée. Donc, ce que j'entends par là, c'est que chaque chatbot, c'est le même serveur, c'est la même application, et chaque chatbot peut avoir une configuration différente. Et on n'a pas besoin de créer une nouvelle instance de notre code ou un nouveau déploiement. C'est vraiment c'est fait à la volée. On a quand même, par défaut, le but c'est de créer un assistant plus ou moins intelligent, mais qui va répondre peut-être à des questions de coût. Donc un modèle Gemini Flash par exemple, un embedding on ne va pas payer donc avec Qwen par exemple, etc. Hop. Aujourd'hui, on en est. L'application, elle a une qualité, en tout cas, prod ready. Donc, en termes de sécurité, on utilise le SSO de l'entreprise. On utilise les secrets de Vault. On a l'authentification sur chaque endpoint, sur chaque URL de l'application. Ça, c'est pas qu'un détail aussi, on est capable de dire qui demande quoi. N'importe qui dans l'entreprise qu'est-ce qu'il demande à Raga, est-ce qu'il a le droit d'appeler ce chatbot-là, pourquoi il a eu accès, etc. Et on a une traçabilité comme ça, donc pour la sécurité aussi, ça permet d'avoir une vision d'ensemble. De notre côté, on a tout ce qui va être observabilité, donc en respectant les guidelines aussi du groupe. En performance, malheureusement, j'ai pas pu vous montrer la réponse en streaming, mais en tout cas, on a des temps d'attente qui sont faibles, même s'il y a beaucoup de documents. On est capable de monter en charge aussi, parce que justement, comme c'est pas par chatbot, on est capable de rapidement faire pour plusieurs utilisateurs. Pour répondre un peu à des questions qu'il y a eu aussi sur le talk, on a tout ce qui va être test, donc qui est automatisé dans notre CI. Donc test qualité de code, et on a aussi la test au niveau des agents. Pareil que ça, on est en train de travailler avec un projet open source qui s'appelle Ragas. Donc c'est très proche de Raga, mais c'est pas fait exprès. Et donc ça va permettre de tester un peu la qualité de nos prompts et de nos agents à venir. Hop. Des petits chiffres. Actuellement, il y a 338, donc juste avant que je fasse le talk, il y avait 338 chatbots qui sont déployés par 161 personnes. Ça représente 47 000 documents à peu près qui sont synchronisés. Alors, plus ou moins parce que la manière dont on l'a récupéré n'est pas forcément représentative. Mais en tout cas, on est sûr qu'il y a plus d'1 million de vecteurs. Et sur l'interface que j'ai pas pu montrer, c'est 130 messages, 130 conversations qu'il y a eu avec les agents Raga. Les feedbacks qu'on a eus,
c'est que globalement, c'est plutôt facile à utiliser. Les utilisateurs, ils arrivent rapidement à créer justement ce chatbot-là. Donc là, la mission est remplie. Et aussi avec tous leurs retours, on a pu améliorer que ce soit le prompt, que ce soit l'embedding aussi. On a changé entre deux pour essayer d'avoir quelque chose qui retournait des meilleures valeurs. Et du coup, on a une feedback comme ça avec nos utilisateurs qui est plutôt courte et plutôt rapide. Et donc ils ont quand même ils trouvent que les qualités de réponse sont pertinentes. Et l'avantage, c'est que ils utilisent l'outil. Ils vont pas demander justement à d'autres logiciels qui seraient publics ou qui ne respecteraient pas la confidentialité des données. Ils restent au sein du groupe. Et donc ça, c'est plutôt, ça répond aux besoins aux problèmes qu'il y avait. Voilà. Merci. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai des questions, c'est pas forcément technique, mais je suis quand même curieux là-dessus. 338 chatbots, c'est beaucoup. Comment on s'assure qu'ils font pas pour plusieurs la même chose? Est-ce qu'il y a une gouvernance là-dessus? Enfin, moi, je crée un chatbot, mon voisin crée un chatbot, on met les mêmes données dedans, ça fait du compute en double. Est-ce qu'il y a une instance, quelque chose qui est mis en place à ce niveau-là? Pas encore. C'est un problème qui a été... alors, c'est la qualité un peu de la donnée et la single source of data. Donc, c'est justement, est-ce qu'il n'y a pas déjà un chatbot qui répond? Alors, on ne le fait pas encore, mais je sais que le problème est déjà posé un peu justement sur la gouvernance. C'est pour ça que la description aussi est intéressante, parce qu'on va pouvoir aussi essayer de voir s'il n'y a pas des descriptions qui sont vraiment trop similaires. Et j'en parlais légèrement. Donc il y a un autre produit qui est l'indent detection. Donc savoir qu'est-ce que l'utilisateur demande et quel assistant serait le plus pertinent. Et donc justement, il va commencer à avoir ce travail-là de quels sont les assistants qu'il y a, qu'est-ce qu'ils font, et justement venir dire là il y a certainement un doublon où la qualité n'est pas très bonne, pourquoi aussi, etc. Ok, top. Et juste pour dire aussi, oui, le fait qu'il y en ait 338, c'est aussi un pari de dire on pousse les utilisateurs à créer plein de chatbots, à utiliser l'outil, à qu'ils puissent prototyper, tester, nous faire des retours. Okay. Et après, on va peut-être restreindre, nettoyer. Ok, pas intéressant. Et il y a un autre point, peut-être que tu l'as pas montré, mais c'est plus sur les connexions standards. Là, tu montrais pour uploader des données, du coup, je crée un storage à compte ou un Google Drive et je charge les données manuellement. Est-ce qu'à un moment donné, il y a moyen de dire, en fait, je sais que la base documentaire est dans Confluence, il y a un connecteur par défaut pour Confluence, Jira ou autre? Non, pour le moment, c'est déclaratif. On est en train de travailler. Il y a un nouvel, donc non, on appelle ça les ingests. Il y a un nouvel ingest qui va être justement des données communes à l'entreprise. Après, il faut aussi quelque part, si c'est commun, si c'est accessible à tous, ça va être un autre assistant qui va être créé sur ça et partagé. C'est vraiment dommage, j'ai pas pu. Enfin, le produit ADO-GPT est vraiment annexe au nôtre et il permet notamment de facilement partager des assistants. Et donc vraiment, si c'est de la documentation de ton équipe qui est partagée, ça intéresse tout le monde, tu vas créer un assistant, tu vas le mettre en avant. Ils ont un store sur lequel tu peux chercher les assistants aussi. Donc il y a vraiment toute cette démarche-là aussi plutôt dans notre produit. Ok, top. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour. Je voulais savoir comment est géré comment sont gérés les droits d'accès dans le RAG en fait. Si j'upload un fichier, et d'autres personnes vont pouvoir se connecter dessus en fait. C'est ça. Si on partage une source, toute personne qui a accès au chatbot pourra peut-être avoir accès à cette source-là. Donc, je prends l'exemple où s'il y a 10 000 fichiers et qu'il y en a un qui est très sensible, pour le moment, c'est la responsabilité de l'utilisateur qui crée le chatbot et qui le partage d'avoir conscience qu'il est en train de partager quelque chose qui est sensible. Nous, on n'a pas vraiment trop de moyens de détecter que c'est sensible. Il y a un gros travail un peu là-dessus. Et s'il ne partage pas, il n'y a que lui qui a accès en fait? Il n'y a que lui qui a accès, oui. Ok, d'accord.
Et après, oui, c'est ça. En fait, de base, il n'y a que lui qui peut parler avec son chatbot et il peut le partager ou pas. C'est déclaratif. Voilà. Et si on a un mode public bientôt qui va arriver quelque part, où n'importe qui pourra accéder au chatbot, mais là, il y aura une vérification de la sécurité et aussi du supérieur hiérarchique qui devra valider que l'assistant ne contient pas des choses confidentielles. Ok. Ouais, bonjour. Merci beaucoup pour la presse. Par exemple, des gros Excel, typiquement, on a eu le problème, on a dû enlever un peu les Excel, mais c'était parce que ça créait des problèmes mémoire. C'était des Excel financiers énormes et donc ça saturait. Mais oui, le produit n'est pas bon pour parler à de la data entre guillemets. Là-dessus, on a un autre produit qui est en train d'être testé. Mais aujourd'hui, les LLM sont pas très bons pour faire du talk to data. C'est pas encore, il n'y a pas encore de résultats qui arrivent à convaincre. Si le fichier, par exemple, est assez petit, on va le traiter un peu comme un markdown classique. Mais on va pas pouvoir faire, par exemple, la somme d'une colonne. Ça, on le gère pas encore. Je sais pas si ce produit-là a pour but de le faire. Tu disais que tu faisais tourner ça sur votre propre infrastructure pour des questions de privacy notamment. Ça représente quoi justement derrière en termes de GPU ou d'instances pour faire tourner l'ensemble? Alors c'est pas notre infra, c'est ADO a un gros contrat notamment avec Google. Et donc ça va être des instances GCP en fait. Où il y a beaucoup de redondance, etc. Après, on a aussi d'autres cloud providers, notamment Azure, sur lesquels on peut basculer très rapidement. Mais il n'y a plus de on-premise, sauf pour certaines applications, je crois, qui sont très spécifiques. Mais en vrai, je sais que par contre, on n'a pas beaucoup de GPU sur le cluster quand même. C'est assez faible. On est en train de faire une demande aussi d'augmenter le nombre de GPU. Mais ça représente pas un énorme coût non plus. Je serais pas le chiffrer, ou en tout cas, je sais pas si je peux dire le FinOps. Et justement, du coup, pour continuer sur le coût, donc est-ce que c'est un métrique important pour vous de mesurer si les heures sauvées finalement, tu vois, le coût des heures que tu vas sauver par rapport à toutes ces requêtes, au-delà de l'utilisabilité et de la facilité de retrouver l'information, est-ce que c'est un métrique de se dire est-ce que toutes ces heures sauvées finalement sont compensées ou pas par le coût des infrastructures qui sont induites? Et oui, alors ça c'est plus côté produit qui a ce travail-là. On a aussi, ça a été notamment parlé dans le précédent IAM, on utilise Longfuse pour tout ce qui va être monitoring, nous, des coûts. Pareil pour l'autre solution de chatbot. Et donc ça, il y a un autre produit, c'est l'AI Radar. Et donc là, le but, c'est justement d'avoir une visibilité sur la rentabilité d'un produit IA au sein du groupe. Mais ça, c'est plus du coup le travail du product manager chez nous, qui va aller récolter ces informations-là aussi auprès des collaborateurs qui utilisent. Et voilà. Et d'aligner tout ça pour que la direction aussi ait une visibilité et une stratégie par rapport à ça. Est-ce que il y avait l'AIM sur Marseille là, et il te disait que il y avait que 5% des projets IA où
il y avait un vrai ROI en fait qui était constaté. Donc je me demandais si. Et je me demandais comment tu faisais pour mesurer la pertinence des réponses et la satisfaction des utilisateurs. Tu disais qu'ils étaient plutôt satisfaits. Est-ce que c'est des surveys que vous faites ou est-ce qu'il y a un moyen d'évaluation qui est embarqué dans votre moteur de recherche? L'utilisateur, il peut voter si la réponse est pertinente ou pas. Ça nous remonte et aussi ça permet, pour rebondir sur l'autre question, c'est d'avoir aussi quel assistant répond correctement. Et s'il répond vraiment très mal, on va pouvoir aussi dire à l'utilisateur, c'est peut-être soit c'est ta documentation qui est vraiment hyper mauvaise, soit c'est peut-être de notre côté, on va pouvoir aussi investiguer. Donc ça, il y a ce retour-là. Après, on a pas mal aussi d'utilisateurs qui font des tests, qui nous font des retours. Là-dessus, c'est un peu moins chiffré, mais voilà, en tout cas, on a des retours sur le produit. Et côté chiffre, ça va être la déclaratif. Donc, est-ce que l'utilisateur aime ou pas? Et après, là, on est en train de mettre en place tout ce qui va être test. Mais chez nous, ça pose pas mal de difficultés parce que du coup, les documents sur lesquels, il peut y avoir beaucoup de formes de documents dans notre service. Et donc, nous, il faudrait qu'on arrive à faire des tests un peu sur la qualité de réponse sur tous ces documents-là. On est en train de chercher un peu là. On a un problème de qualité de données en fait de base. Il faut savoir quelles données on a dedans. Parce que le but, c'est que n'importe qui peut créer sur n'importe quoi. Donc, ça peut être un peu compliqué pour nous. Voilà. Ouais, merci, super talk. Bravo, j'ai adoré. J'ai pas bien compris en fait ZenML, tout ce qu'il pouvait apporter. J'ai l'impression que tu fais l'ingestion avec, tu peux avoir accès à des vecteurs DB, tu fais de l'embedding. Enfin, j'ai pas trop bien compris. Nous, la façon dont on l'utilise, c'est que il nous permet de faire des pipelines. Donc dans notre cas, c'est un peu des ETL. Donc on va traiter la donnée. Et en fait, on se pose pas la question de où ça va tourner, comment ça va tourner, est-ce qu'il y a besoin d'avoir des connexions, notamment avec des cloud storage, des buckets ou quoi. C'est lui qui gère tout ça. En fait, tu crées des connecteurs et il va l'utiliser pour justement créer tout ce qu'il a besoin pour tourner. Et en tout cas pour le produit, étant donné que je suis dans la même équipe qui crée ce truc-là, là c'est mon problème. Mais dans l'équipe de Raga, en tout cas, on n'a pas ce problème-là. Et il permet aussi de facilement changer l'image Docker sur laquelle ça a tourné, les dépendances, toutes par déclaration en code. Et donc ça permet notamment pour des personnes qui ont moins cette connaissance Ops, de pouvoir le faire en fait, tout simplement. Aussi l'outil, il permet de facilement, par exemple dans le ML un peu plus classique, de faire l'entraînement et de stocker justement son modèle quelque part. Et c'est là où je disais qu'il n'y a pas besoin de savoir où il est quelque part, ça va être un artefact storage dans lequel on va pouvoir le mettre. Et aujourd'hui, et là maintenant, donc c'est un projet open source qu'on peut déployer aussi localement dans notre propre infra. Et ils sont pas mal d'inférences maintenant aussi avec les IA. Donc ça crée automatiquement un serveur web sur lequel on pourra faire une requête. Ça fait son calcul, ça fait son inférence et ça nous donne le résultat. Voilà. Il y a aussi et ça permet de l'utiliser vraiment à plein d'endroits. Merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais savoir si le système il est capable de gérer l'OCR. Est-ce que le RAG il peut lire des informations dans des fichiers scannés? C'est sur la partie donc loader pipeline. Donc quand on va prendre les documents dans notre source, c'est là où on fait le traitement, donc transformation, et on est capable d'appliquer plein de transformations. Donc si c'est des images ou des PDF, on va avoir des transformations qui sont dédiées pour ressortir justement les informations qui sont dedans, donc les OCR. Alors on a essayé d'utiliser un peu les derniers modèles d'OCR, mais
c'est quand même très compliqué à faire tourner en prod. Du coup, pour l'instant, ce qu'on utilise, c'est un peu du Gemini Flash. On lui donne l'image ou le PDF et il nous sort le texte derrière. Ça fait marche une quand extraction. même. Comment ? Ça marche quand même globalement. Ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt même très bien. Notamment pour tout ce qui est gros PowerPoint. On le sort en image. On peut l'extraire comme ça avec Gemini. Et derrière, on a un document Markdown classique sur lequel on va pouvoir avoir le reste de notre transformation. Il n'y a que pour les images où c'est encore, on l'a pas encore activé en prod. Parce que il faudrait, on va pas faire une recherche similaire sur l'image, mais on va faire une description de l'image par l'assistant. Et ça, c'est pas c'est en POC chez nous, mais c'est pas encore mis en prod. Parce que voilà, il faut qu'on travaille encore ça pour que ça soit bien solide. Merci. Oui, merci. Je trouve ça vraiment très très intéressant au niveau de la démarche sur le projet. Alors, moi, je m'intéresse plutôt aux usages qui sont un peu sous-jacents, c'est-à-dire que cette idée en fait que finalement le groupe va profiter va un peu démocratiser l'usage de l'IA pour permettre aux différentes personnes dans la boîte de créer leur propre RAG, leur propre chatbot sur un domaine qui les intéresse. Alors moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un peu qui finalement crée ces chatbots. C'est quoi le profil ? C'est des gens qui sont un peu techniques, pas du tout, qui sont quand même épaulés parce que bon, aller prendre des infos dans une base de données ou des choses comme ça, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et ensuite, qui utilise ? Est-ce que c'est les gens du siège ? Est-ce que c'est les gens dans les magasins ? Comment ça se passe ? Du coup, qui crée, c'est souvent plus des personnes du métier qui vont créer ça. On a notamment sur, par exemple, tout ce qui va être juridique ou notion d'entreprise, par exemple les congés, etc. Voilà, c'est les personnes un peu du métier qui vont créer ça et donner cet assistant à n'importe qui dans l'entreprise. Donc ça en termes d'usage. On a aussi des personnes techniques pour faire du run. Donc c'est notamment quand on avait encore l'intégration Slack, on mettait l'agent et on pouvait lui poser une question sur le produit et il nous répondait par exemple par rapport au repo GitHub. Il y a eu des tests et ça permettait de répondre plus facilement à des questions que l'utilisateur posait ou des problèmes qu'il rencontrait, soit en autonomie, soit pour les personnes qui sont de run et qui peuvent du coup plus facilement retrouver l'information. Et là actuellement, donc c'est demain, on déploie un chatbot qui est pour toute une branche de magasins. Et donc ça va être les personnes dans les magasins qui vont utiliser ça pour notamment répondre aux questions que les clients vont leur poser aussi, pour retrouver facilement une référence ou quoi. Mais voilà, ça c'est déployé demain. Donc les chiffres que j'ai donnés, demain il faut rajouter 15 000 personnes. Et ça va peut-être décupler le nombre de requêtes. Mais en tout cas, ça, ouais. Voilà. En termes de profil, c'est un peu large dans la boîte quand même. Il y a tout le monde qui l'utilise. Merci beaucoup. Je propose qu'on s'arrête là. Merci.